Bonjour à tous, cette semaine dans Info Hebdo, un exercice grandeur nature pour des militaires, la fête des mères et pour terminer, le nouveau spectacle du théâtre La Passerelle. Bonjour, nous sommes ici pour faire un exercice dans le but de notre départ en Bosnie qui est dans une semaine. Un avant-goût de la Bosnie. Une manœuvre militaire à Niederbronn a été organisée par la batterie Cobra du 12e régiment d'artillerie de Haguenau dans le but de simuler une mission en Bosnie. Oui, c'est ce que je réponds, non ? Bien que la situation dans les Balkans se soit stabilisée depuis quelques années, l'Union européenne garde toujours un œil sur le secteur. Il s'agira pour ces hommes qui feront partie des équipes de liaison et d'observation baptisées LOT de prendre le pouls et de recueillir le maximum d'informations. Alors aujourd'hui, il s'agit de rencontrer les Niederbronnois et de leur poser quelques questions. Oui, alors la situation en Bosnie-Herzégovine actuellement justifie complètement qu'on y envoie encore des soldats français, tout comme on y envoie des soldats allemands, des soldats italiens, enfin bref, une force qui soit multinationale, de manière à assurer le retour à une stabilité et à une paix complète, non pas que la situation présente ne soit pas une situation de paix, il faut être très prudent, ce n'est pas vraiment une situation de paix parce que la crise est éteinte, mais le passé est encore très présent dans les mémoires. Et donc la position actuelle des soldats français ou des soldats d'autres nationalités est là pour attester que la communauté internationale s'intéresse à la gestion du cas de la Bosnie-Herzégovine pour le retour à la stabilité et le retour à une situation totalement normalisée dans le pays. Pour cette grande répétition générale, Niederbronn donnait un peu l'impression d'une ville assiégée. 3 postes étaient organisés, un au centre de secours des pompiers, l'autre au gymnase et le 3e au premier étage de la mairie, transformé pour l'occasion en quartier général. On a toujours sur place 3 communautés qui ne s'affrontent plus en tant que telles, mais qui coexistent de la manière la plus pacifique qui soit, mais ça n'est pas exempt de heurts, bien entendu. Donc la communauté musulmane, la communauté croate et la communauté serbe. Et lorsque l'un des soldats arrive dans le quartier général pour annoncer qu'un des leurs a été la cible de civils mécontents, ça donne à peu près ça. Plus d'argent, plus de boulot, c'est à cause de vous tout ça. Simuler une attaque par balle faisait partie intégrante de l'exercice. Je sais pas ce qui s'est passé, j'étais pas là, moi j'ai pas vu. Moi non plus, j'étais pas là. Vous avez entendu un coup de feu, vous êtes arrivé. Pourquoi est-ce que vous êtes énervé ? Parce que tous les problèmes qu'on a ici, c'est de votre faute. C'est de votre faute, vous n'avez rien à faire ici. Actuellement, le climat est relativement pacifique. D'où la mission qui n'est pas une mission de guerre, hein, c'est une mission d'observation. Ces équipes légères d'observation et de liaison ont une mission de liaison. Ils sont là pour collecter des informations totalement ouvertes, pour être parmi la population, pour essayer de voir si le climat se tend ou se détend, quels sont les heurts possibles, si à l'avenir il faut s'attendre à une petite tension ou si bien au contraire la situation est pérenne ou si elle va se dégrader. Les équipes du LOT se chargent de recueillir le maximum d'informations sur les activités économiques, sociales, culturelles ou politiques de la communauté. Pour cela, ils sont allés voir le député-maire de Niederbronn-les-Bains, M. Frédéric Reiss. Ils voulaient savoir comment se faisait le versement de la taxe professionnelle, comment c'était réparti entre les communes. Je leur ai expliqué que la situation était figée depuis 1998, puisque les bases de 1998 ont servi au reversement de la taxe professionnelle aux communes. Je leur ai expliqué comment l'augmentation des bases générait des revenus pour la communauté de communes et que ces revenus bénéficiaient principalement à la communauté de communes, mais étaient aussi attribués à une dotation de solidarité qui, selon des critères, sont répartis entre les différentes communes. Ils voulaient aller au fond des choses et j'ai dû être un petit peu pédagogique pour expliquer le fonctionnement assez complexe de la fiscalité d'une communauté de communes. Donc je traduis entre les gens du pays et les militaires qui viennent de l'extérieur. Nou reden wir Elsässisch für das ganze Spiel machen und ich übersetze, was verlangt. Ah madame, il fait beau aujourd'hui, vous avez du monde ?
Ja, es ist Wetter, oui. Et puis, ja, wir haben ziemlich Betrieb. C'est ce que je réponds, non? À Mostar, ville de 60 000 habitants, les hommes bénéficieront de l'appui d'interprètes. Alors pour s'entraîner à avoir le contact facile avec la population de Niederbronn, l'idée des militaires était d'échanger en alsacien avec l'aide de la police municipale. Comme le service militaire ne se fait plus actuellement, eh bien les gens, la population en général, ne connaît plus les militaires. Et ce genre d'opération permet de remettre un peu les militaires dans le contexte de la population, hein, au sein de la société, et de réapprendre un peu aux gens pourquoi les militaires sont là. Pas uniquement pour tirer sur d'autres personnes. Hein. Neuf enfants, 19 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants, Hilda peut se vanter d'avoir une belle famille. Maman a 19 ans, grand-mère a 38 ans et arrière-grand-mère a 63 ans. Ils ne sont pas moins de 61 personnes quand toute la famille est réunie. Quoi de plus normal alors que lors de la fête des mères, les cadeaux fusent. Cette année, les mamans ont leur fête le 28 mai. Comme cadeau, on trouve bien sûr le traditionnel bouquet ou bijou. Vous pouvez toujours aussi lui offrir un soin ou pourquoi pas un repas dans un restaurant qui pour la plupart propose des menus spécialement pour l'occasion. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que le plus beau des cadeaux est souvent celui qui vient du cœur. Va avec lui, Guillaume. Voilà. Hop là. Merci, Jérémy. Tiens, Souvenez-vous, c'était il y a un an. Le théâtre La Passerelle s'était illustré avec La Dame de chez Maxime. Cette année, il réitère l'expérience. Myriam Langrenier nous présente l'association. Le théâtre de La Passerelle existe depuis un peu plus de 3 ans maintenant. C'est une association que j'ai montée sur Niederbronn-les-Bains. Et cette année, donc, nous préparons notre 3e spectacle, puisque nous avons joué en premier lieu La Culotte de Jean Anouilh, l'année dernière La Dame de chez Maxime de Georges Feydeau, et cette année, une soirée avec Sacha Guitry. Voilà. Et comme on est fort de ce succès, on est content de retravailler sur un nouveau projet. Et voilà la raison pour laquelle je suis devenu tricheur. Mais pour y parvenir, comme un pianiste, j'ai fait des gammes pendant des mois afin de me délier les doigts. Or, pour vous délier les doigts, voici le meilleur exercice. Vous l'avez compris, cette année c'est Sacha Guitry qui est à l'honneur. Le spectacle se compose de 4 pièces en un acte. Pour vous les citer, il y a le KWTZ ou le GWZ selon la prononciation. Je sais que tu es dans la salle, il s'agit d'un monologue, ça c'est une très belle pièce tenue par une seule actrice, enfin une seule comédienne. Nous avons ensuite Villa à vendre. Et on terminera avec une visite dans le musée, puisqu'il s'agit de visiter donc, le musée de la Reine Isabeau. Et ça s'appelle Chez la Reine Isabeau. J'aime beaucoup Sacha Guitry parce qu'effectivement c'est très intéressant. Il y a vraiment énormément de choses à dire. Le choix a été difficile d'ailleurs parce qu'il a écrit énormément de pièces de théâtre, de livres aussi. Il a fait aussi 36 films puisqu'il s'est aussi lancé dans le cinéma au milieu de sa vie. Et puis voilà, parce que ça illustre en fait très bien ce que l'on vit encore aujourd'hui. Je trouve qu'en réalité c'est extrêmement contemporain. Les sujets sont extrêmement contemporains. Mais que représente comme investissement un tel spectacle ? Un gros travail, un investissement effectivement intense des comédiens, puisque nous répétons à chaque fois de septembre jusqu'à mai, avril ou mai. Cette année, on joue un peu tardivement, puisqu'on joue début juin, le 2 et le 3. C'est un gros travail, effectivement, d'apprentissage de texte. Le travail de la mise en scène, dont je m'occupe, effectivement, est assez lourd aussi. Mais enfin, tout se passe dans les meilleures conditions, puisqu'on se retrouve une fois par semaine pour travailler, pour répéter. Et là, ça commence vraiment à prendre forme. On est content. Je vais vous indiquer un moyen de tricher. Je suis le modeste inventeur. Pas d'ennemis autour de moi. Bon. Vous déposez devant vous un porte-cigarette en or brillant, au-dessus duquel, étant banquier, vous faites passer, comme vous les feriez passer devant un miroir, les 2 cartes que vous envoyez au ponte. Voici un valet de carreau, voici votre première carte, voici pour le ponte un as de pique, et voici votre seconde carte. Renseignez désormais sur le point de votre adversaire, il vous sera loisible de tirer à 6 ou bien de rester à 4, avantage considérable. Alors si vous souhaitez passer une soirée avec Sacha Guitry, le rendez-vous est donné le 2 et 3 juin à la Maison des Arts et Congrès et l'entrée est totalement libre.
Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Mac 3V. Je suis actuellement dans un des restaurants du casino et d'ailleurs dans un instant nous allons faire une recette puisque je vais aller dans les cuisines. Mais tout de suite direction Dame Bar pour une journée de commémoration. Action! Le dimanche 7 mai, la MJC de Dame Bar Neuenhofen, en collaboration avec la commune, a organisé une grande journée commémorative. C'est en l'honneur des militaires en garnison dans la vallée du Schwarzbach durant la période de 1935 à 1940 que de nombreuses personnes ont fait le déplacement. Et certains sont venus de très loin, comme Mademoiselle Regard, qui a fait le trajet depuis Grenoble pour être présente. Son père n'est autre que le général Regard, patron du 37e régiment d'infanterie de forteresse à Neuenhofen. 39 ou 38, il y a eu l'alerte en 38 et la guerre en 39. Et nous sommes partis en laissant papa sur la route. Et nous, avec ce que nous pouvions dans la voiture, elle reste dans la maison. Présentez. Homme. Cette journée a tout d'abord débuté par un dépôt de gerbes au monument aux morts. Nous sommes rassemblés pour rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui participèrent à la lutte contre le Troisième Reich et ses alliés. À celles et à ceux qui tombèrent au champ d'honneur ou disparurent dans l'enfer des camps de la mort. Nous pensons aux soldats courageux de 1940. Ensuite, direction la casemate de Neuenhofen pour la première inauguration de la journée. Il s'agit d'une exposition de photos et de documents d'une grande valeur historique. Il existe peu de témoignages de l'époque, ce qui rend cette collection d'autant plus intéressante. Et ce jour-là, le moins que l'on puisse dire, c'est que des témoignages, on a pu en avoir. Moi, je suis passé ici au mois d'avril 40. Parce que j'étais dans le 12e d'artillerie, mais je venais de finir mes classes et j'étais à Poitiers. Et puis j'ai été aimé au 12e régiment d'artillerie, qui était un autre endroit, mais j'avais mes vacances, quelques jours de vacances. Et habitant à Niederbronn, je suis venu ici, et je me rappelle très bien être venu. Il y avait les inondations qui étaient là. J'ai pris des photos, naturellement comme j'étais aspiré, etc., je pouvais faire ce que je voulais. Et j'ai pris des photos de l'endroit où tout ça, c'était sous la flotte. J'ai été rappelé pour ma lune de miel. Parce que je me suis marié le 19 août et je suis parti le 24. Et comme chambre nuptiale, j'avais une de ces tantes qui sont exposées un peu plus loin. Ensuite, tout ce petit monde a assisté à une deuxième inauguration, celle d'une plaque commémorative en honneur aux combattants qui ont tenu ce secteur de la ligne Maginot. Notre commune fait tout ce qu'elle peut pour offrir à ses habitants une qualité de vie toujours améliorée et le meilleur accueil pour ceux qui y passent. Tout cela, c'est le présent et le futur. Mais le passé existe. Et nous avons le devoir de tout faire pour maintenir vivante dans les mémoires l'histoire de notre commune. À 16h15, un petit goûter, suivi d'une conférence et d'une séance de projection d'un film amateur tourné à l'époque par un militaire. L'église, c'est pas tout à fait comme aujourd'hui, comme vous vous en rendez compte. Voilà le Schwarzbach. Je suis quand même content qu'il y avait pas mal de gens qui sont venus pour assister à la conférence et au film. Donc ça fait bien aussi. Ensuite, j'ai quand même été particulièrement surpris par le nombre de figurants qui étaient là, que ce soit militaires ou même civils. C'était déjà, pour moi, c'était une grosse opération. C'était ma première grosse opération officielle.
Et j'espère que ça va continuer sur cette lancée-là. Car il faut le rappeler, pour cette journée si spéciale, un camp militaire a été reconstitué et de nombreux figurants étaient habillés en costume d'époque. Les plus chanceux ont pu même déguster le pain cuit selon la recette officielle de l'armée française. Avant de repartir tout à l'heure sur Strasbourg et Grenoble, je veux vous dire combien j'ai été émue de me retrouver avec le 37. Et de là-haut, papa est sûrement très ému de voir sa fille ici. Et merci pour votre accueil. Et je garde le 37e comme toujours, du reste, dans mon cœur. Vive le 37, vive la France. Comme promis, j'ai retrouvé Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Claire. Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire de bon? Donc aujourd'hui j'ai prévu pour vous une recette qui s'appelle les coquilles Saint-Jacques lardées sur mini rösti. Voilà. Donc pour allier, pour amener la mer et puis l'allier avec la région, avec les röstis et le lard. D'accord, alors qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient? Alors comme ingrédient, on va utiliser pour une portion 5 coquilles Saint-Jacques. Donc là je les ai déjà préparées en noix de Saint-Jacques, j'ai enlevé le corail et les barbes. Un demi-oignon, 0,3 déc, 3 centilitres de bouillon, de la graisse d'oie, 5 tranches de poitrine fumée, 150 g à peu près de pommes de terre, du sel et du poivre et un peu de cerfeuil juste pour la décoration à la fin du plat. Par quoi on débute? Alors on va commencer par confectionner, enrober les noix de Saint-Jacques avec les barres de lard. Et pour maintenir la barre de lard, on va utiliser aussi une brochette en bois. Voilà. Bien. Donc, je prends une tranche de lard par coquille Saint-Jacques. Donc je pose la noix de Saint-Jacques au début de la tranche de lard, comme ceci. Et je l'enroule en exerçant une légère traction pour que la barre de lard soit tendue. C'est pour ça que je ne la prends pas dans les mains, mais je la laisse sur la planche. Parce qu'après, quand on va la saisir dans la poêle, la barre de lard va se rétracter autour de la Saint-Jacques et ça va raffermir toute la structure, si vous voulez. Donc voilà, donc je pique la barre de lard. Donc on pique en fait la barre de l'ensemble sur une brochette. On transperce. D'accord. Et je vais mettre les 5 coquilles Saint-Jacques sur la brochette. Est-ce que pour trouver des bonnes coquilles Saint-Jacques, vous avez des petites astuces de cuisinier peut-être, vous savez où les trouver? Bon, les meilleures coquilles Saint-Jacques en France, faut qu'elles viennent de la baie de Somme. Hein. Moi je viens d'une région, Cherbourg, où on en pêche aussi, mais la grande région de coquilles Saint-Jacques, c'est la baie de Somme. Maintenant, on peut trouver aussi des coquilles Saint-Jacques, des noix de Saint-Jacques qui viennent des États-Unis ou du Canada, qui sont aussi des gros producteurs de coquilles Saint-Jacques. Mais bon, on va préférer la française quand même. Vous les avez quand même espacées? Alors, je les ai espacées pour favoriser, tout à l'heure quand on va la poser dans la poêle, pour favoriser la pénétration de la chaleur sous tous les côtés, quoi. Si je les avais collées, il y aurait au milieu, ce serait moins saisi que sur les bords qui sont directement posés sur la poêle. La première étape est finie, donc ça je vais le réserver au frais pendant qu'on va préparer les röstis. Voilà. Donc une fois que la brochette est au frais, on continue. Donc on va préparer les mini röstis. Donc pour préparer les mini röstis, je vais utiliser le demi-oignon que je vais ciseler. Alors ciseler, ça veut dire couper en petits dés. Hein. Donc je procède comme ça. Hein. Des petites tranches fines sans couper jusqu'au bout l'oignon pour que la structure maintienne l'oignon entier. Hein. Voilà. Après, je refais des petites tranches dans ce sens-là, toujours en gardant le talon de l'oignon pour que la structure ne se décompose pas. Et après, on va tailler verticalement pour obtenir des petits dés.
après avoir coupé l'oignon, on va faire les rösti. Comment ça se fait finalement déjà? Qu'est-ce que c'est un rösti? Alors un rösti, c'est une galette de pommes de terre où il n'y a pas que de la pomme de terre, on met aussi des oignons, on peut même ajouter de la poitrine fumée. Bon, nous, comme on l'a mis autour des Saint-Jacques, je ne vais pas en remettre dans le rösti, mais c'est une galette de pommes de terre assez riche quand même. Et alors, moelleuse et croustillante, ce qui fait son attrait gustativement et surtout en bouche. C'est croustillant autour et moelleux à l'intérieur. Voilà. Donc comment on procède alors pour réaliser ces rösti? Alors, nous, on va utiliser ici en cuisine 2 pommes de terre que je garde crues parce que là, je fais un mini rösti, donc la cuisson va être quand même relativement rapide. Sinon, le vrai rösti, on le cuit, on cuit les pommes de terre à moitié seulement et après on les passe dans une grosse râpe pour avoir des gros morceaux de pommes de terre. Bon là, le but à atteindre est quand même un mini rösti, donc on va faire des mini râpures de pommes de terre. Et donc cet appareil là que vous utilisez, alors, à la maison, on utilise quoi? À la maison, on va pouvoir utiliser une râpe à fromage ou la râpe à carottes, ça va très bien aussi, quoi. L'objet que j'utilise là, c'est une mandoline. Donc ça va donner à peu près ça, cette taille-là. Ça, il faut vite le tailler. Et après, on va vite le cuire parce que sinon la pomme de terre va noircir. Et autant je peux garder la pomme de terre épluchée dans l'eau, autant là je peux pas mettre la plure dans l'eau parce que sinon l'amidon s'en irait dans l'eau. L'amidon de la pomme de terre s'en irait dans l'eau. Et en fin de compte, le rösti ne collerait plus à lui quand je vais le mettre dans la poêle. Si vous voulez, l'amidon de la pomme de terre va coller le rösti. Ça va permettre de créer un mélange compact. Un mélange homogène. Alors là, je vais les assaisonner rapidement. Sel, poivre. Sel, poivre, tout simplement. On va pas trop saler quand même parce que le lard de la coquille Saint-Jacques va ramener aussi du sel. Hein. Par contre, on va bien les poivrer pour qu'elles aient du caractère quand même. Hein. Voilà, donc là, on mélange tout ça. Il faut qu'on aille maintenant les cuire, sinon elles vont s'oxyder. Par contre, la maîtresse de maison qui souhaiterait faire ce plat, elle peut faire toute cette opération, les cuire et les réchauffer au dernier moment, le midi, pour les servir. Mais là, il faut vraiment les cuire maintenant. Donc avec les pommes de terre, vous avez emmené les oignons? Les oignons et un peu de graisse d'oie. D'accord. Sachant que les pommes de terre sont déjà assaisonnées, il n'y a pas besoin de sel poivre. Donc là, je vais mettre un petit peu de graisse d'oie. Bon, j'aime bien travailler à la graisse d'oie parce que c'est une matière grasse qui monte très haute en température et qui ne laisse pas beaucoup de goût et qui est relativement bonne à la santé. Avec que ce soit une graisse animale. Donc c'est mieux que le beurre ou l'huile? C'est mieux que le beurre parce que le beurre ne monte pas si haut en température et quand on monte très haut, il devient cancérigène, quoi. Donc on évite. Hein. Et l'huile permet de monter très haut, mais elle n'apporte pas l'onctuosité que va donner la graisse d'oie. Donc là, on entend les oignons qui chantent, alors ça veut dire que la température est bonne. Hein. Voilà, on les voit saisir doucement, sans brûler, hein, parce qu'on ne veut pas forcément les colorer à ce moment-là. Hein. Là, vous voyez, on a les pommes de terre qui ont quand même commencé à changer de couleur, donc c'est quand même une opération qu'il faut faire assez vite, hein, parce que sinon, elles vont noircir. Voilà, donc là je vais faire une pré-cuisson pour que tout soit homogène déjà, qu'on répartisse bien les oignons dans la chair de pomme de terre et ainsi de suite. Et je confectionnerai les mini rösti après avoir soumis ces pommes de terre à une première cuisson. Première cuisson, combien de temps à peu près? On va dire une minute, pas plus. Et c'est quoi l'intérêt d'une pré-cuisson? Alors, une pré-cuisson va permettre que l'intérieur du rösti soit cuit, parce que tout à l'heure, quand je vais confectionner les rösti, je vais les soumettre à une chaleur quand même relativement forte pour créer une croûte autour de ce rösti.
Et j'aurais peut-être du mal à créer cette croûte et à cuire l'intérieur sans avoir brûlé la couche extérieure, si vous voulez. Donc là, ça va rester moins longtemps, mais quand même à une température très forte tout à l'heure. Là, ils vont bientôt être prêts, ils s'amalgament bien. Donc là, il y a l'effet de l'amidon aussi qui joue, hein, et commence à se coller l'une à l'autre, vous voyez, les petits filaments de pommes de terre. Elles sont plus souples, c'est plus souple, donc elles commencent à se ramollir. Hein, Et alors tous ces... Bon là j'ai une poêle qui accroche, mais c'est pas négatif parce que tout ça, ça va donner un très bon goût au rösti en fin de compte. Dans tous les aliments, tout ce qui accroche là, c'est des sucs gustatifs et en fin de compte, ça rehausse le goût de l'aliment qu'on est en train de cuire. La pré-cuisson est terminée, donc maintenant on va retrouver Frédéric qui va façonner les röstis. Donc comment ça se passe? Alors, je fais monter ma poêle en température avec toujours de la graisse d'oie. Donc une haute poêle? Une haute poêle, parce que celle-ci accroche un peu trop, donc j'ai pris une poêle qui accroche un peu moins. Parce que là, du coup, autant là c'était bien que les sucres reviennent dans... Autant là, faut pas du tout que ça colle, sinon les röstis vont pas être jolis, quoi. Donc une bonne poêle vraiment. Une bonne poêle et pas mal de matière grasse parce que de toute façon, comme la graisse d'oie va être très haute en température, elle ne va pas rentrer dans le produit. Elle va le saisir mais elle ne va pas rentrer dans le produit. Donc c'est pas grave qu'il y en ait un peu de trop, elle restera à l'extérieur du produit. On fait des petites boules en fait. Oui, qu'on va aplatir. Alors on peut utiliser si on a des emporte-pièces pour que le contour soit plus net. Mais sinon comme ça va bien aussi. Hein. On fait juste 5 petits paquets. Voilà. Cinq petits paquets parce qu'à la fin de la recette, on positionnera les 5 Saint-Jacques sur les petits röstis. On va les laisser dorer 1 minute 30, 2 minutes de chaque côté, bon, en surveillant, hein, mais faut que ça ait une couleur, une belle couleur dorée, généreuse. Bon, alors ceci peut être préparé. Si jamais on a été un peu trop fort dans la poêle et que c'est déjà coloré et qu'on pense que c'est pas cuit, bon bah on les enlève et on les cuit au four. Faut juger aussi, mais il faut pas brûler le produit. L'important c'est de... Donc on peut rattraper le coup. On peut toujours. Après cuisson. On peut toujours rattraper le coup. Il faut pas. Les recettes, il faut les suivre, c'est certain, mais il faut aussi savoir interpréter ce qui se passe au fur et à mesure de la recette. Il ne faut pas avoir peur de mettre son petit grain de sel dans la recette. Alors pour éviter éventuellement un trop grand apport de graisse, bien que là il n'y a pas trop de soucis, on peut aussi mettre un papier absorbant en attendant. Donc pour absorber la graisse. Pour absorber la graisse résiduelle. Après les röstis, on va passer à la cuisson des Saint-Jacques. Donc comment ça se passe? Donc les coquilles Saint-Jacques, on va les cuire avec toujours de la graisse d'oie. On va faire chauffer très fort encore une fois. La graisse d'oie, ça s'achète tout en grande surface? Oui, je pense qu'on peut en trouver en grande surface. Moi, je ne me fournis pas là, mais on peut en trouver en grande surface, on peut en trouver un peu partout. C'est pas excessif en prix et ça permet de faire des très jolies choses en cuisine. Est plébiscité par de très nombreux grands chefs. Donc là, on va la soumettre à une forte température. Donc je vais juste assaisonner un tout petit peu les coquilles Saint-Jacques parce que le lard va quand même aussi lui donner du salé. Hein. Donc juste un petit peu. Un petit coup de moulin à poivre. Donc après, vous allez enlever la brochette. Pourquoi avoir enfilé finalement les noix de Saint-Jacques sur une brochette si c'est pour la retirer à la fin? Eh ben nous, cuisiniers, on est un peu feignants. Alors plutôt que de retourner 5 coquilles Saint-Jacques, de prendre 5 coquilles Saint-Jacques, là j'en prends 5 d'un coup. Et quand je devrais les retourner tout à l'heure, j'en retournerai 5 d'un coup. Alors 5, ça paraît rien, mais c'est qu'une portion. Mais si vous recevez 8 ou 10 personnes, ça fait 50 Saint-Jacques.
et la manipulation devient déjà nettement plus compliquée. Hein. Donc c'est une question de praticité et quand même ça permet de maintenir le lard parce que de toute façon il faudrait maintenir le lard soit par un cure-dent, soit par un autre ustensile, mais il faudrait maintenir le lard au départ. 1 minute à 1 minute 30 de chaque côté. Donc et après on va les débarrasser, on va les couvrir d'un petit papier. Elles vont finir, la chaleur qu'elles auront emmagasinée va finir de les cuire à l'intérieur. Hein. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop cuit le Saint-Jacques, hein. Sinon ça devient pas sec mais un peu dur, quoi. Alors que c'est tellement meilleur quand c'est moelleux. Donc voilà. Donc en fait elles vont capter un peu de la chaleur et finir la cuisson hors de la poêle. Tout à fait, tout à fait. Et en même temps qu'elles finiront d'emmagasiner cette chaleur et de finir de cuire, elles restitueront un petit jus qu'on mettra dans la sauce au dernier moment qui va rehausser le goût du bouillon qu'on ajoutera à la fin. Vous voyez la belle coloration qu'on a. Là je baisse un tout petit peu parce qu'on voit que l'huile est quand même très fumante et que les sucs gustatifs qui sont au fond de la poêle qu'on récupérera tout à l'heure, si je les laisse trop chauffer, ils vont brûler et ils ne donneront plus le bon goût qu'on veut. Hein. Donc il faut qu'ils soient caramélisés certes, mais pas brûlés non plus. Si vous partez sur 1 minute 30 de chaque côté, vous êtes sûr que ce sera cuit. Et en plus, le fait de rajouter un petit papier, bon moi j'utilise souvent des papiers du beurre parce qu'il reste de la matière grasse dessus, donc ça nourrit encore la Saint-Jacques, mais sinon vous mettez un petit sopalin ou un petit papier d'alu, la chaleur va rester et se répartir et elle finira cuire tranquillement. Voilà, donc là je vais l'enlever, voilà, hop, on la couvre. Donc c'est une action qu'il faut faire assez vite. Je dégraisse, parce que cette graisse-là, on n'en veut plus après. Donc je dégraisse bien tout. Je prends mon bouillon. Je déglace. Donc déglacer, c'est mettre un liquide dans une poêle très chaude. Et tous les sucres qui étaient au fond, tous les sucres gustatifs viennent dans la sauce. On avait un bouillon clair, maintenant on a un bouillon foncé parce que les sucres sont venus dans la sauce. On n'a plus rien dans le fond de la poêle. Donc les goûts sont venus dans le jus. Voilà. Si vous pouvez m'aider. Maintenant on va dresser l'assiette. Maintenant on va dresser l'assiette. Donc vous pouvez poser ici. Donc là on va prendre les rösti. Donc là j'utilise une assiette qui est tout en long, mais on pourrait très bien utiliser une assiette ronde et les mettre en rond autour de l'assiette. Hein. Bon, moi je profite d'avoir une assiette en long pour garder cette esthétique. Hein. Ensuite je vais prendre le coquille Saint-Jacques une par une et les disposer sur un rösti. Maintenant, ce petit jus qui a l'air anodin mais qui contient toutes les saveurs de la coquille Saint-Jacques, je le remets dans le bouillon qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Et on met le jus tout sur un côté ou comme on veut après. Ici. Le cerfeuil qu'on a utilisé au départ, qu'on a préparé au départ. On vient intercaler comme ça. Et ce petit jus, il y en a pas tellement, qu'est-ce que ça va apporter au plat? Ce petit jus, il va apporter toute l'identité du plat qu'on recherche là, parce qu'on va avoir des goûts très concentrés de poitrine fumée, de Saint-Jacques. Donc c'est quand même ce mélange-là qui est très harmonieux, qui va être concentré dans ce jus. Donc si on ne le mettait pas, ce serait une perte pour le plat quand même. Donc, il faut absolument le mettre. En plus, il existe presque naturellement puisque les Saint-Jacques le rendent, donc il faut absolument l'utiliser. Voilà.
Donc pour faire encore plus joli ou donner du volume au plat, je me suis amusé à faire quelques spaghettis frits tout à l'heure. Donc on peut les monter comme ça et ainsi de suite. Mais après là, chacun peut œuvrer et imaginer ce qu'il a envie de faire pour présenter son plat. Voilà. Pour réaliser cette recette pour une personne, il vous faut donc 5 noix de Saint-Jacques, 5 tranches de lard fumé, 150 g de pommes de terre, 3 centilitres de bouillon, un demi-oignon, de la graisse d'oie pour la cuisson, du sel et du poivre pour l'assaisonnement, du cerfeuil pour décorer et pour terminer, une brochette pour faciliter la cuisson. D'accord, merci beaucoup Frédéric. Merci à vous Père. Et puis chez vous, j'espère que vous allez vous régaler. À très bientôt pour un nouveau Mac 3V. Au revoir. Au revoir. Toutes les modes sont à la